Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler de la radioactivité gamma. Donc celle-ci se produit lorsque le noyau est dans un état excité, donc il n'est pas dans son état de base, l'état fondamental. Cela peut être dû à plusieurs causes. Par exemple, il est le résultat d'une désintégration radioactive et le noyau, après désintégration, après émission d'une particule alpha par exemple, n'est pas dans son état fondamental. Une autre possibilité est par exemple le résultat d'une collision avec une autre particule, un autre noyau par exemple. Ces collisions peuvent être dues à des particules accélérées ou des très hautes températures. Dans ce cas, le noyau va retomber dans son état de base et lors de cette retombée, l'énergie qui est ainsi libérée peut provoquer l'émission d'une particule, un proton, un neutron, une particule alpha. Mais si l'énergie est inférieure à l'énergie de liaison de ces particules, des protons, neutrons les moins liés, alors cette énergie ne peut pas être évacuée sous forme de particules. Dans ce cas-là, il y a émission d'un photon gamma. Le processus est en fait tout à fait analogue à l'émission de photons par un atome dans un état excité. Il peut se traiter avec les mêmes outils théoriques et les mêmes éléments. Par exemple, on peut utiliser la conservation du moment angulaire pour caractériser les photons qui sont émis, leur direction, l'orientation de leur spin, etc. Cette caractérisation du rayonnement est plutôt efficace. On peut aussi calculer les probabilités d'émission grâce à la théorie. On obtient ainsi des courbes qui, en fonction de l'énergie du rayon gamma, typiquement oméga électron-volt, donnent une période de désintégration radioactive. On obtient alors des droites, du moins si on travaille en logarithmique, c'est-à-dire 100 kV, 1 mégaélectron-volt, 10 mégaélectron-volt, donc en échelle logarithmique, on obtient des droites, les différentes droites étant obtenues pour différentes valeurs du moment angulaire. Toutefois, quand on compare aux résultats expérimentaux, dans certains cas on obtient des résultats plutôt corrects, mais souvent on a des écarts qui sont fort importants. Et l'origine de ces écarts est encore mal comprise. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre la physique des noyaux. Un autre processus de ce type est la conversion interne. Donc cette fois, l'énergie de la désexcitation n'est pas communiquée à un photon gamma, mais à un des électrons du cortège électronique. C'est un peu comme pour le processus de capture électronique. On a le noyau, des électrons, et ces électrons ont une certaine probabilité de passer dans le noyau et de capter cette énergie de désexcitation. Cette énergie se retrouve sous forme d'énergie cinétique de l'électron qui est éjectée de l'atome avec une forte énergie, puisque typiquement on est autour du mégaélectron-volt, donc ça fait des électrons très énergétiques. Cela dépend évidemment de la probabilité de l'électron de se trouver dans le noyau, et donc ça concerne surtout les électrons des couches les plus internes du noyau, donc des électrons K, L ou M. Les électrons ainsi éjectés ont des énergies cinétiques précises et forment un spectre de raies assez complexe qui peut s'expliquer en partie par les propriétés de moment angulaire, de conservation du moment angulaire, et qui apporte énormément d'informations sur la structure des noyaux. Ils sont donc très utiles pour l'analyse des noyaux.
Alors, il y a quelques cas de radioactivité supplémentaire. Par exemple, nous en avions parlé, l'émission de protons ou de neutrons. Les noyaux très riches en protons ont tendance à perdre facilement un proton, ceux très riches en neutrons à perdre un neutron. Et ça se produit spécialement avec des noyaux très lourds. Ce type d'émission se traite comme l'émission des particules alpha. Elle est tout à fait du même genre. Elle forme également un spectre de raies qui est très utile pour l'étude des noyaux. Alors voilà pour les types d'émissions radioactives. Alors quelques mots sur les applications. La radioactivité, bon, bien souvent on essaie de l'éviter. Dans les centrales nucléaires, bien sûr, on essaie de s'en protéger, le transport des combustibles ou des déchets radioactifs. Dans la vie courante, on peut être amené aussi à s'en protéger. Par exemple, les habitations construites sur du granit, il peut y avoir des émissions de radon. Donc il est toujours conseillé, surtout dans les caves, de vérifier que le taux de radon n'est pas trop élevé. Il peut s'éliminer simplement en aérant. Les applications directes peuvent être l'utilisation de ces particules émises à divers usages, par exemple en chimie nucléaire ou pour faire de la radiographie gamma de pièces dans les installations industrielles, dans les fabrications, pour faire de la radiographie de ces pièces métalliques. Les rayons gamma sont très pratiques, les rayons X sont bloqués par des objets métalliques. Les rayons gamma, eux, passent à travers et permettent de faire une radiographie. On les utilise aussi comme isotopes, ce qu'on appelle les techniques des isotopes radioactifs qui sont utilisés en médecine. Par exemple, le tritium, émetteur de positons à énergie modérée, est utilisé pour faire la tomographie par positron pour les études du cerveau, par exemple, qui est une technique d'imagerie cérébrale. Ça peut être aussi avec des isotopes à radioactivité plus agressive de lutte contre des cellules cancéreuses. On a parlé aussi des mécanismes, des méthodes de datation et la radioactivité intervient aussi dans un domaine un peu plus inattendu. Les roches qui composent notre planète contiennent une petite part de thorium, d'uranium, de radium, et en se désintégrant, ces atomes émettent de la chaleur. Et cette chaleur contribue au maintien de la chaleur interne de notre planète. Alors, on peut le calculer pour toute la masse planétaire, et la quantité de chaleur libérée sur toute sa masse est assez considérable. Par le passé, les physiciens s'étaient interrogés sur l'âge de la Terre. Il y avait la théorie de l'évolution, qui nécessitait des durées assez importantes. Et il y avait également la géologie, qui commençait à comprendre comment se formaient les mers, les océans, les montagnes, et qui nécessitait des durées encore plus importantes. Mais comment mesurer l'âge de la Terre? Alors, à l'époque, on a imaginé que la Terre s'était formée, peut-être en même temps que le Soleil, et c'est d'ailleurs tout à fait exact, et qu'au début, c'était une boule de magma chaud et brûlant, ce qui est tout à fait exact aussi. Puis, cette masse s'est refroidie. Donc, des scientifiques, comme Buffon, se sont attachés à essayer d'estimer en combien de temps cette boule se refroidirait, sachant qu'elle n'est pas tout à fait froide, puisqu'il y a des volcans, il y a des sources géothermales, donc il y a toujours de la chaleur dans le sous-sol. Donc, qu'est-ce que Buffon a fait? Il a pris des boulets en fer, des boulets de canon tout simplement, ou des boules faites avec de l'argile, ou divers roches, divers matériaux. Il les a chauffées, et a mesuré en combien de temps ces boules se refroidissaient. Puis il a extrapolé les résultats, fait le calcul pour la Terre tout entière. Et il a obtenu ainsi des durées de quelques millions d'années. Malheureusement, cette durée était beaucoup trop courte.
pour les phénomènes géologiques, et même pour la théorie de l'évolution, une Terre vieille de quelques millions d'années, ce n'était pas possible. Donc là, il y avait un problème qu'ils ne comprenaient pas. Il y avait un clash. Et ce fut expliqué plus tard par la radioactivité, qui maintient la chaleur interne de la Terre, tout en continuant malgré tout à se refroidir progressivement, parce que cette radioactivité diminue au cours du temps. Hein, c'est la courbe de décroissance radioactive. Ainsi, la Terre est formée d'une croûte assez fine, qui constitue essentiellement les continents, d'un manteau très épais, plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur, et qui est solide. Mais vu les chaleurs intenses dans le sous-sol et les pressions énormes des roches, cette matière solide a tendance à fluer, un peu comme la pâte de plasticine. Sauf que c'est beaucoup plus lent dans le cas du manteau. Ça peut prendre des milliers ou des millions d'années pour que les roches se déplacent et fluent. Cela se traduit par des mouvements de convection très lents, mais très puissants. Hein, ce sont des roches, et la pression des roches peut être énorme. Ces mouvements de convection pressent sur la croûte terrestre qui est fracturée et provoquent ainsi le déplacement des plaques de croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques qui a pris la relève de la vieille théorie de dérive des continents. Et on a pu déterminer la position et la structure de toutes les plaques à la surface de la Terre. Elles expliquent l'essentiel, ces plaques et leur mouvement, l'essentiel des séismes et du volcanisme. Au centre, on trouve un noyau qui est liquide, en grande partie, plus une graine solide. Ce noyau est composé essentiellement de fer et de nickel, qui sont parmi les éléments les plus lourds de ceux qui composent le noyau, et qui ont donc eu tendance à couler au centre, lors de la formation de la Terre. Et au fur et à mesure que la Terre se refroidit, au fur et à mesure qu'elle évacue sa chaleur et que la radioactivité diminue au cœur de la Terre, la graine a tendance à grossir. Cette évacuation de chaleur provoque des mouvements de convection dans le liquide fer-nickel, des mouvements convectifs et aussi des mouvements turbulents. Ces mécanismes, d'ailleurs très complexes, très difficiles à modéliser à la fois théoriquement et par simulation ou par modèle, par maquette, ces phénomènes provoquent un mécanisme de dynamo auto-entretenu, le mouvement des fluides métalliques dans le champ magnétique induit des courants, et les courants entraînés par les mouvements et la rotation terrestre également induisent eux-mêmes des champs magnétiques. Donc on a une dynamo auto-entretenue qui tire son énergie du refroidissement du noyau et qui est responsable du champ magnétique de notre planète. Voilà, alors on va en arrêter ici avec la radioactivité ou ses conséquences. Dans la prochaine vidéo, nous allons à nouveau quitter le noyau. Nous allons revenir au cortège électronique et nous allons étudier de manière un peu plus précise, un peu plus quantitative, le phénomène de rayonnement des atomes. Je vous remercie.